Bonjour, bienvenue dans Femmes et Pouvoir, l'émission qui met en lumière des femmes qui savent lier pouvoir et féminité, mais surtout l'émission des femmes qui osent changer le monde. Aujourd'hui, on a le grand plaisir d'accueillir Ruba Ghazal. Bonjour. Bonjour Ruba, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation, ça fait plaisir. Vous venez d'être élue députée de Québec solidaire pour la circonscription de Mercier. Exactement, ça c'est le plateau et Myland à Montréal. Toutes nos félicitations déjà. Merci beaucoup. Alors, vous avez occupé plusieurs postes, vous avez été cadre pendant de nombreuses années dans la société privée, dans la société civile. Et vous êtes aussi très engagé sur toute la question de défense, toutes les questions sur l'inégalité en réalité. Vous êtes sur la question des femmes, de l'immigration. Quand on est à Québec solidaire, on est là vraiment pour ces genres de convictions-là, parce qu'on voit des inégalités dans la société puis on veut les régler. C'est pour ça qu'on va à Québec solidaire. C'est ça. D'ailleurs, vous dites « je suis solidaire » parce que vous dites « je suis un mélange de plusieurs cultures » parce que vous êtes d'origine palestinienne. Oui. Vous êtes québécoise. Oui, je suis arrivée ici très, très jeune. J'avais 10 ans. Je parle, en fait, je considère que je parle le québécois, pas juste le français. Et donc, je parle aussi l'arabe, qui est ma langue maternelle. Très bien. Mais avant tout, vous êtes une femme engagée et une femme qui est sensibilisée sur toutes les questions, qui peut contribuer à ce que notre société, elle change, en fait. Si je veux qu'elle vous résumer. Change pour le mieux, parce qu'on peut changer pour le pire. Hein? C'est vrai. Le changement, c'est pas suffisant. Il faut aussi rendre ça mieux, améliorer, comme on dit en québécois. Très bien. Alors, pour Ruba Ghazal, qu'est-ce que c'est le mot pouvoir? Bien, le pouvoir, il y a beaucoup de choses. On peut avoir le pouvoir, je veux dire, dans le sens avoir le pouvoir, être au gouvernement. Le premier ministre, c'est celui qui a le pouvoir ultime dans une société, peut-être, ou le pouvoir économique, etc. Moi, je pense que le pouvoir qui m'intéresse le plus, c'est le pouvoir d'influence. C'est-à-dire qu'on peut faire des choses, on peut agir sur notre société, mais à la fin, c'est quoi le résultat? Donc, c'est de pouvoir, en agissant, en étant présent, par exemple, moi, une femme issue de l'immigration, qui n'est pas née ici, puis que je vais en politique, bien, je vais peut-être influencer d'autres personnes qui diront, bien, ah, c'est possible. Moi-même, quand j'ai vu qu'on a une mairesse en 2018, en 2017, pour la première fois dans toute l'histoire de la ville de Montréal, on a une mairesse, bien, j'ai vu cette femme-là qui est de ma génération et je me suis vue, c'est comme un pouvoir d'influence, un pouvoir, quand on a vu, par exemple, Manon Massé durant la campagne électorale, quand on regardait les débats, Manon, où tout le monde, les trois messieurs étaient un peu sur le même moule, Manon, elle dénotait. Elle dénotait complètement. Donc, même si elle n'a pas eu le pouvoir, c'est pas elle qui est devenue première ministre, ça va être plus tard, pas tout de suite, bien, elle a eu quand même de l'influence. Fait que c'est le pouvoir d'influence, d'influencer les mentalités, d'influencer la façon de penser, d'influencer les autres. C'est ce pouvoir-là, moi, qui m'intéresse. Très bien. Justement, en parlant de ça, la façon de gouverner ou d'avoir du pouvoir, parce que si on reprend l'exemple du débat des chefs, où c'était la seule femme qui a quand même rapporté une autre forme de sensibilité dans ce débat en termes de respect, de gestion des émotions, de capacité à prendre le recul, mais aussi à toucher les points importants qui touchaient l'ensemble de la population. Est-ce que vous diriez qu'il y a une différence dans l'exercice du pouvoir selon si on est un homme ou une femme? Bien, c'est sûr, oui. Moi, je pense que oui. Moi, je pense qu'aujourd'hui, j'aimerais ça qu'un jour, on dise non, c'est tout pareil. Je pense que oui. Je ne dis pas que c'est mieux, c'est pire, mais c'est sûr que Manon, par exemple, si on prend cet exemple-là, où quand il y a une femme dans les débats, il y a aussi, elle écoutait, elle réagissait, elle amenait un ton que les gens ont beaucoup, beaucoup remarqué, parce qu'on est toujours habitué en politique d'avoir des combats de coqs. C'est ça. Et donc, les femmes, bien, nous, les coqs, on n'est pas... Et donc, elle a apporté ça. C'était très, très rafraîchissant. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'était pas combative. Absolument. C'est pas parce qu'on est calme, qu'on écoute les autres, qu'on amène des points avec notre sensibilité. Qu'on est respectueux des autres. Qu'on est respectueux des autres. Et tout ça, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec les autres. On peut ne pas être d'accord, on peut être combatif, on peut être persévérant, on peut avoir plein de ces qualités qui disent qu'on assume qui on est, nos opinions, et on les dit fortement, mais avec respect, calme et de façon respectueuse. C'est le plus important et je pense que c'est ça que les gens ont beaucoup, beaucoup, beaucoup apprécié. Absolument. On entend souvent dire que les femmes qui ont du pouvoir, qu'elles ont dû sacrifier quelque chose. Est-ce que ça a été votre cas ou est-ce qu'autour de vous, des femmes qui ont du pouvoir, que vous avez
l'impression qu'elles ont sacrifié. Fait que là, vous dites que j'ai du pouvoir. Ah oui, absolument. Bon. Le pouvoir d'influence. Bien, en fait, peut-être les hommes aussi ont sacrifié quelque chose. Dans n'importe quel choix qu'on fait dans la vie, c'est sûr qu'on fait des sacrifices. Juste faire un choix, on élimine des choses, on garde des choses. Moi, personnellement, c'est sûr que la vie personnelle, pour dire qu'on va en politique, il faut qu'on regarde où on est rendu. Moi, j'ai pas eu d'enfants. Si j'avais eu, par exemple, des enfants en bas âge, j'y aurais réfléchi à 2 fois, peut-être que je ne serais pas en politique. Mais ça dépend de chaque personne, comment elle le vit. Mais là, quand j'ai décidé de me présenter cette fois-là, parce que ce n'est pas la première fois, je m'étais déjà aussi présentée il y a 10 ans, quand j'ai décidé de me présenter, je disais, dans ma vie, ça arrive à un bon moment où je n'ai pas tant de sacrifices à faire, mais il y en a tout le temps parce que c'est quand même une job beaucoup plus demandante que les autres. Il faut être présent les soirs, les fins de semaine et tout ça. Même les hommes, je pense, pourraient avoir à faire un sacrifice. Est-ce que les femmes en font plus? Aujourd'hui, on peut dire que oui encore. Surtout si on regarde des institutions comme l'Assemblée nationale, c'est des vieilles institutions, très vieilles, qui ont été créées par des messieurs il y a très longtemps. Et donc, il va falloir maintenant, avec les femmes, où est-ce qu'on est 41 % maintenant d'élus, bien, changer les façons pour que d'autres femmes, d'autres générations plus tard, qui viendraient, qui décideraient d'aller en politique, bien, feraient moins de sacrifices qu'en ce moment. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. On peut utiliser notre créativité pour dire on va faire de la politique, mais c'est pas obligé que tout le temps, par exemple, de se déplacer à Québec. On peut utiliser voter de façon, par exemple, à distance. Tout ça ça commence à être réfléchi. Et plus il va y avoir de femmes, plus ces questions-là vont se poser. Ça, c'est sûr. Et aussi, il y a la question de la jeunesse aussi, de génération, parce que c'est vrai que là, vous êtes dans une génération qui est peut-être un peu plus rafraîchissante que... Exactement. Même les hommes, hommes, je veux dire, eux aussi, ils ont, les hommes, ils ont des jeunes enfants. Nous, on a des collègues, par exemple, qui ont des hommes qui ont des enfants en bas âge. Bien, ils réfléchissent aussi à la conciliation travail-famille parce que leurs femmes ne sont pas à la maison en train de les attendre. C'est plus le cas aujourd'hui. Donc, cette génération-là aussi va amener une différence. Donc, on le souhaite. Mais c'est des institutions très, très lentes à changer et c'est la force du nombre qui va faire que ça va évoluer dans le bon sens. Est-ce que vous avez l'occasion, par exemple en politique, d'avoir des groupes ou des réseaux de femmes où vous échangez justement sur ces actions qui pourraient contribuer à améliorer la place des femmes en politique? Oui. C'est sûr, par exemple, à Québec solidaire, il y a beaucoup de femmes issues du milieu communautaire, du réseau des femmes. Par exemple, Françoise David, c'est une des fondatrices du parti Québec solidaire. Bien, elle était la présidente de la Fédération des femmes du Québec. Donc, il y a eu tout ça. Maintenant, en tant qu'élue, moi, je suis élue, comme vous l'avez dit, il n'y a pas longtemps, depuis le 1er octobre. Là, on est début novembre. Donc, on n'est pas encore rentré à l'Assemblée nationale, mais je sais qu'il existe, je pense que ça fait à peu près depuis 2010 que ça existe, le Cercle des femmes parlementaires, donc qui se réunit 2 fois par année. Donc, c'est pour parler, par exemple, de ce genre de questions-là, mais pas seulement ça, de façon globale, différents enjeux qui touchent plus les femmes. Donc, il y a ça. Fait qu'on va le découvrir parce que... Parce que Louise Arel nous en avait parlé justement du Cercle des femmes parlementaires. Et l'influence que vous pouvez aussi avoir sur d'autres femmes, pas seulement qu'ici, mais aussi au niveau international, en fait. Oui, exactement. Donc, tout ça, moi, je suis en train d'apprendre mon métier. Je suis pas... on va commencer à siéger à la fin du mois de novembre. Donc, probablement qu'il va y avoir ça. Je vais découvrir ces institutions-là puis voir comment est-ce qu'on peut influencer les choses. Oui. Est-ce que vous pensez que les femmes elles doivent mettre en place une stratégie particulière pour justement atteindre leurs objectifs quand elles veulent s'investir en politique? Vous voulez dire de stratégie particulière personnelle? Ou est-ce que de stratégie féminine? Je ne sais pas. Oui, bien, c'est-à-dire que vous avez parlé que les femmes, entre elles, puissent parler parce que là, il y a différents partis politiques. Il y a 4 partis politiques qui sont représentés. Puis c'est pas souvent, on a l'impression de dehors que, mon Dieu, ces gens-là, ils s'aiment pas, puis ils se crient des noms et tout ça. Ça, c'est le cirque médiatique. Mais, par exemple, c'est quand même des collègues. On est 125 personnes qui représentons la population et on est des collègues. Donc, moi, je pense qu'il y a moyen de parler avec d'autres femmes qui vivent peut-être les mêmes situations que nous, même si elles sont d'un autre parti politique. Mais ce qui est important aussi, c'est d'avoir des stratégies qui vont influencer les politiques. Puis là, en ce moment, on est très content. On a 41 % de femmes à l'Assemblée nationale. C'est un record, en fait. C'est la première fois que... Oui.
Parce qu'avant, je pense que j'ai oublié le chiffre, mais on était en bas de 30 c'est très bas. Donc, c'est des vagues. C'est pas parce qu'on est à 41 que dans 4 ans, ça va rester la même chose. Parce qu'il n'y a rien de légal qui l'oblige. Comme, par exemple, Québec solidaire, dans le passé, Manon Mancé avait présenté un projet de loi, parce que moi, je pense que c'est aussi par là. On ne peut pas juste dire la bonne volonté. Il faut imposer. Elle avait présenté un projet de loi pour que le Conseil des ministres soit paritaire de façon obligatoire. Aujourd'hui, il est paritaire parce que M. Legault a décidé que, lui, il voulait avoir autant de femmes. Peut-être plus tard, ça va être un autre premier ministre, ça va être quelqu'un d'autre, et lui, il décide que ce n'est pas à l'heure du jour et il ne veut pas, donc on peut régresser. Mais c'est pour ça qu'en mettant en place des lois pour que ça soit obligatoire, peu importe le parti, peu importe les sensibilités du premier ministre qui est là, ça soit important. Mais ce qu'on a appris hier, c'est que même si le Conseil des ministres est paritaire, parce que quand il y a des ministres, il y a aussi des cabinets, il y a la haute fonction publique, il y a des chefs de cabinet. Tous les gens qu'on ne voit pas, ils sont extrêmement influents. Et là, ce n'est pas paritaire du tout. C'est des postes très, très bien payés, qui ont beaucoup d'influence, les chefs de cabinet. On est dans, par exemple, les chefs de cabinet, plus de 60 c'est des hommes. Dans la haute fonction publique, le secrétaire général à l'Assemblée nationale qui fait le lien entre la haute fonction publique et les élus, bien, ça, c'est un poste très influent. C'est un homme, c'est beaucoup, beaucoup plus d'hommes. Donc, l'appareil gouvernemental est encore très masculin encore aujourd'hui. Donc, il ne faut pas seulement se fier aux apparences. Il faut qu'on reste là, il faut que notre nombre augmente, mais il faut aussi qu'on influence par des lois, par des façons pour que ça reste pérenne dans le temps. C'est que ça reste pour toujours. Pas que ce soit là, pas maintenant, quelque chose qui dépend de la bonne volonté de quelqu'un. Là, maintenant, on en parle beaucoup. À Québec solidaire, on a toujours présenté des candidates de 50 parce que ça fait partie de notre ADN. Mais là, en ce moment, par exemple, M. Legault a décidé d'avoir beaucoup de candidates femmes. C'est ce qu'il a décidé maintenant parce que c'était dans l'air du temps. Mais on ne sait pas où est-ce qu'on va être rendu plus tard. S'il y a une crise économique, n'importe quoi, bien, ça recule, c'est remis en question. Donc, c'est de mettre en place des stratégies pour que les choses qui se passent, les avancées, bien, qu'elles restent de façon pérenne dans le temps. Et ça fait partie de notre rôle en tant qu'élus femmes. Très bien. D'ailleurs, on va continuer à en reparler parce que pour parler de l'importance d'avoir aussi des postes stratégiques, parce que tout ne suffit pas d'avoir le statut, il faut avoir le poste qui donne l'influence d'agir en conséquence. Donc, on revient dans quelques instants. Merci. Nous sommes dans l'émission Femmes et Pouvoir et nous sommes avec Ruba Ghazal, avec qui on parlait des parlementaires, de l'influence des femmes en politique, le fait de ne pas juste avoir des statuts, mais avoir vraiment des rôles d'influence et des postes qui vous permettent d'impacter, en fait, c'est ça. Exactement. Donc, ce qu'on parlait, par exemple, dans le gouvernement, où est-ce que, oui, on a un conseil des ministres, comme je le disais, qui était paritaire, mais après ça, les décisions qui sont prises, les hauts fonctionnaires, les chefs de cabinet, donc ce sont toutes des nominations. Dans la presse, je pense que c'était à Radio-Canada, il disait que c'était le Boys Club. Mais c'est la même chose dans les entreprises. Moi, je viens des entreprises privées. Moi, j'étais cadre, j'étais directrice dans une usine manufacturée de contenants de verre à Montréal. J'ai toujours été ça fait 15 ans que j'ai travaillé chez Bombardier et tout ça. Et donc, j'étais cadre. On était 2 femmes, la directrice des ressources humaines et moi, en environnement, santé et sécurité au travail. Et autour de la table, on était à peu près 9. Bien, les autres, c'était tous des hommes, les directeurs de production, le directeur d'usine. Dans toutes les usines où j'ai travaillé, j'ai jamais travaillé dans une usine où il y avait un directrice d'usine femme. Je suis sûre que ça existe, mais c'est peu. Les conseils d'administration aussi. Donc, d'avoir des femmes dans les entreprises privées, il n'y en a pas tant que ça parce qu'elles sont privées, on ne peut pas légiférer. Mais le gouvernement, par exemple, avait, il y a quelques années, on peut lui donner ça, il a légiféré pour que les sociétés d'État, que les conseils d'administration soient paritaires. Donc, il y a des avancées, mais parce qu'il faut exiger, il faut imposer pour que ça avance. Fait que souvent, les gens, ils regardent, ils disent « Mon Dieu, mais tout est acquis. » Aujourd'hui, il y a quand même un retour où ils disent « Non, il faut faire attention, il faut donner la place aux femmes. »
Puis quand on creuse puis on fouille plus, on se rend compte que le Boys Club existe tout le temps. Puis c'est la même chose pour les femmes et aussi les personnes issues de l'immigration, qu'ils soient hommes ou femmes. Donc, si on regarde les noms de famille là, des gens qui sont nominés, il n'y a pas beaucoup de Koulibaly ou de Ghazal. Donc, c'est très... on reste toujours dans le même moule. Donc, alors qu'on est dans des rôles de représentativité, il faut que ces lieux de pouvoir représentent la société. Si on est vraiment dans un pays démocratique, bien, il faut que ça soit représenté réellement dans le pouvoir, partout. Qu'est-ce que vous pensez de la mise en place d'une politique de quotas, par exemple? Est-ce que vous pensez que ça peut être bien? Oui. Moi, je suis totalement d'accord. J'ai aucun scrupule à dire. Parce qu'il y en a qui, par exemple, l'argument le plus souvent énoncé contre, c'est pour dire, mais la compétence. Bien, je veux dire, quand on met un quota, comme on l'a fait, par exemple, pour le Société d'État, on trouve des femmes qui sont compétentes. Puis moi, ce que je dis des fois, bien, il y a des hommes incompétents. Pourquoi les femmes, elles n'ont pas le droit d'être incompétentes? Le jour où on va avoir des femmes incompétentes, bien, parce que souvent, on dirait que c'est des superwomen, c'est tellement inaccessible que ça fait peur aux femmes, il faut qu'elles soient parfaites pour se présenter. Mais non, on va avoir autant de pourcentage d'hommes incompétents que de femmes incompétentes. Ça fait partie des règles du jeu. Mais il n'y a pas de problème à trouver des femmes incompétentes, des femmes compétentes. C'est pas la raison pour laquelle les femmes ne sont pas là. Elles ne sont pas là parce qu'elles ne sont pas dans les réseaux. Bien, de plus en plus, mais c'est surtout ça la raison. La même chose pour les personnes issues d'immigration qui arrivent ici, qui n'ont pas été dans les mêmes universités, qui n'ont pas été dans les mêmes réseaux. Donc, il faut qu'elles mettent les bouchées doubles pour pouvoir avoir les postes qui sont au niveau de leurs expériences, de leurs diplômes et tout ça. Donc, parce qu'on est beaucoup dans on est une petite société au Québec, c'est toujours le bouche à oreille. Je connais telle personne. C'est pas pour mal faire. Ça fait partie des façons de faire. Je connais telle personne pour tel poste. Et donc, c'est ça qu'il faut changer. Il faut casser ça. Donc, moi, je pense qu'il faut faire un effort pour avoir la parité. M. Legault a fait l'effort. C'est tout en son honneur. À Québec solidaire, c'est un effort qu'on fait pour convaincre des femmes de se présenter parce que c'est un travail. Et pour atteindre des résultats, en mettant des quotas, en faisant en sorte que ce soit obligatoire, bien, on va être obligé de faire cet effort que souvent la paresse, les habitudes, pas la mauvaise volonté, souvent c'est les habitudes vont faire en sorte qu'on va toujours aller piger dans le même réseau, dans les mêmes personnes. Donc, c'est à ça que ça va permettre, oui, tout à fait, pour des quotas. Est-ce que vous avez identifié dans votre environnement professionnel, en privé ou maintenant dans la vie publique, une pratique qui a contribué à faciliter l'inclusion, la parité, la diversité? Est-ce que vous avez identifié quelque chose que vous pourriez partager avec nous pour tous ceux qui nous écoutent? C'est-à-dire une pratique quand on est du milieu, oui. comme soit en tant que c'est cadre, par exemple une organisation qui se dit mais moi je voudrais bien faire de la diversité en tenant compte des populations issues de l'immigration ou sur la parité, mais je ne sais pas comment faire parce que on note quand même qu'on continue pas à avoir un taux de chômage tellement élevé sur des populations issues de l'immigration au Québec et plus particulièrement à Montréal. Par exemple, les employeurs, il y a beaucoup d'initiatives qui sont faites, que ce soit dans des organismes communautaires. Je sais, il y en a un, je pense, à Mercier, où je suis, c'est l'Hirondelle, par exemple. Eux, ils font beaucoup de travail pour jumeler des personnes issues de l'immigration et des entreprises parce que les deux se cherchent, mais ils ne se trouvent pas. Il y a des organismes comme ça qui peuvent faire ça. Fait qu'il y a aussi, j'ai entendu parler d'une initiative que la Ville de Montréal a mis en place pour avoir pour qu'on connaisse où sont les candidatures de personnes issues de l'immigration qui peuvent mettre leur CV ou s'enregistrer sur un site Internet. Il y en avait une pour les femmes, ça s'appelle les cravates roses, mais il y en avait une autre pour les personnes issues de l'immigration où est-ce que les employeurs ou les gens qui voulaient avoir, par exemple, sur leur conseil d'administration des personnes issues de l'immigration pouvaient aller sur ce site et piger dans les noms. Donc, c'est comme des sortes de réseautage qui sont difficiles à faire. Moi, je dis, par exemple, aussi de l'autre côté, des personnes issues de l'immigration, il y en a beaucoup qui font ça, puis ceux qui réussissent le disent. J'étais impliquée, j'ai fait du bénévolat dans des organismes, j'ai mis sur pied, par exemple, en fait, ils se sont engagés dans tout ça, ils font ça de façon bénévole pour pouvoir se faire connaître. Donc, ça serait une façon. Mais l'autre côté, il faut qu'il y ait l'ouverture chez les employeurs de ne pas toujours
toujours aller dans les réseaux, de Qu'ils laisser faire les déjà, réseaux, oui. d'aller, de chercher un peu plus, d'avoir des personnes issues de l'immigration en ouvrant un peu plus, en allant dans même des personnes, par exemple, qui arrivent, qui ont un CV. Quand on regarde les CV, quand ils regardent les CV, qu'ils aient une ouverture. Même si la personne, elle n'a pas tant d'expérience que ça, peut-être qu'elle a d'autres expériences qu'elle n'a pas marquées, de la rencontrer quand même. Parce que des fois, on est vraiment dans nos vieilles habitudes, on va aller vite, c'est un peu dur. Fait que c'est d'avoir cette ouverture-là quand on voit des CV, de ne pas les tasser pour dire « Ah, ils ont fait leur formation ailleurs, ils n'ont pas l'expérience québécoise », bien, de leur donner cette chance parce que des fois, on peut trouver des perles rares dont on ne doutait pas, dont on se privait. Est-ce que vous avez une phrase, un proverbe qui illustre votre engagement, vos propos ou votre personnalité? Une phrase, un proverbe. Ben moi, personnellement, ce que je dis, c'est important la persévérance. C'est-à-dire que quand on a une idée, quand on a un rêve, quand on voit une injustice puis qu'on veut la corriger, il y a beaucoup d'obstacles et tout ça, mais il faut persévérer. Il faut pas écouter les gens qui disent c'est impossible, ça se peut pas. Moi, par exemple, mon dossier d'ADA, c'est l'environnement. Et j'ai été dans des débats durant la campagne électorale où est-ce qu'on présentait un plan de transition écologique et de l'économie. Et souvent, on disait, mais non, mais c'est un rêve, c'est impossible, c'est un monde de licorne. Mais il faut persévérer parce que ce qu'on nous dit maintenant, c'est que si on veut continuer, si on continue comme on fait en ce moment avec notre système économique qui est tout à la consommation et tout ça, bien, on s'en va dans un mur, le mur des changements climatiques. Et pour ça, bien, il faut lutter pour changer nos modes de consommation, pour changer la façon que les entreprises opèrent, pour changer tout ça. Et donc, pour changer notre économie, oui, c'est un rêve, mais il faut le faire parce que c'est les autres qui ne le font pas, bien, c'est eux qui sont dans leur rêve. Et donc, c'est ce que Québec solidaire, on a fait durant la campagne électorale. On a persévéré là-dedans, puis ça a fait en sorte que, bien, on a plus que triplé notre députation. Exactement. Si vous aviez un jour pour changer le monde, par quoi commenceriez-vous? Bien, je venais d'en parler, la question des changements climatiques, parce qu'on peut très bien parler. Je commencerai par tout de suite faire en sorte que, si par exemple j'ai le pouvoir, par mettre en place le plan de transition économique pour changer notre économie, qui soit une économie beaucoup plus verte, parce que c'est possible. Sinon, c'est notre économie qui va s'effondrer si on continue. Si on continue à la façon qu'on fait, ça va coûter beaucoup, beaucoup plus cher à cause des changements climatiques qui ont un impact sur notre planète, sur notre territoire et aussi sur notre économie. Donc, je commencerai par ça, la lutte au changement climatique, pour ouvrir quelque chose de concret, pas seulement dans les paroles. Ruba Ghazal, vraiment, merci beaucoup. Ça a été un grand plaisir de vous avoir. C'était un grand plaisir pour moi aussi. Merci beaucoup. Puis, je veux que vous me réinvitiez une autre fois pour que je vous dise comment c'était de siéger à l'Assemblée nationale. Rendez-vous est pris. Très bien. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était Femmes et Pouvoir, l'émission des femmes qui osent changer le monde. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à aller sur notre chaîne YouTube Femmes et Pouvoir ou alors à nous soutenir sur tous nos réseaux sociaux, sur Facebook, sur LinkedIn et sur Instagram. À très bientôt. Merci.